mwanda ya mabele atapote ya mabele ya mboka na bisote nde directement nani baba yaki bisika na zaki babenda kinga na mbeto ya kushma bawa kinga na si utabande kwa kompanyenga ezaki nani kopa mbana ngai ya zaki na 70 nde msaki bango bota la mutu ya mwana deja mbani ningie bi barabaki te d'ailleurs ceux qui nous doivent comme mukolo boyende akoma kabina ndenge namona ki baviolaki 5 personnes ngai peta mbabenda kingai na se nde moko ayebisaki komanda Félix Tampozi yoka mama oyo akomi komodire biso komanda nayebisaki bango te lisasi cartouche tosombaki yango na $1 opesa ye yango ya ofele nde babendaki nga na mbeto ya maternité babwaki nga na se. Dans le premier temps, babande kosotelenga na libu bamususu na komona ki avant na perdre connaissance misato déjà babandaki koviole ngai sekotalinga na elongi babakata kinga wenge batu bangali so bakata kinga na elongi bamususu bakata kinga maboko boy bamususu bakotaki bamususu babeta kinga mena cartouche babeta kinga ya wande na ela kite c'était le mardi 17 juin bakota ki na ba 22 il paraît baki ko libéré hôpital na jeudi après ko libéré l'hôpital de ba villageois ba kozwa biso puisque zaki na territoire ya Ufiri ya Kabare baki kotika biso mena na hôpital général ya biso ya Kadutu place wana ndenge basalaki ngai césarienne po balongola cartouche wana ifale na bota bana mibale cartouche wana kende kokota na mwana moko o mususu wana ena yaki ipare ntango bapasola ngai libulu batiaki anesthésie te po na tension ezalaki na zero mpe nazalaki na chaleur apres kobimisa bana wana température bandaki komata naki kose retrouve sikoyo samedi na ba 20h nde natunaki ke eske nasi na boti docteur alobi wi kokotaki bana mibale baagresser wana basi bakei nga na kanisa kaka naza kaka na hôpital wana ya Mokolo alobi wi elatali ndenge na bandiko nareba mo situation ndenge makambo nyonso elekanaki apres bayebisaki ngai wi obotaki bana mibale menane ngalo nanga baza wapi balobi bango pembeni na yo mais moko azalaki na couleur verdâtre nde natunaki docteur comment expliquer moko aza na couleur verdâtre alobi non babetaki yo masasi awa menana yo moko lobi mpo naza mpe na bisika bakataki nga na bayonete yo moko oyebi lokola bakataki yo bana wana baza na couleur verdâtre wana eza poison ya mbeli yo bakataki yo me baza bien toke kokotisa bango na nani na couveuse mais yo kotizala na yo or ipare bana deja bamikufelaki ngai na bandeko bimamakila depuis 2002 na 2004 le 8 mars soki boyokaki ke nani ancien régime babemisaki biso toyaki kotémoigne kaka le 8 mars 2004 grâce à témoignage na biso nde monde ezalaki mobilize koyeba makambo nyonso ezoleka na est. À notre grande surprise, tokomaki déjà batémoin gênant il fallait battre biso tobande kotravaille avec la destinité on a régime passé eboyaki tozwa bapartenaire bakofinance biso avec nos moyens de bord tobande kotravaille avec la destinité insécurité ezalaki makasi malgré cela tobande kopundapunda nde yango wana témoignage eza ya ebele toza structure bien organisée toza légalisée toza na makambo nyonso mais tobande kovivre na insécurité bamilebele na kati na biso bakomaki nde yango wana lelo tokomisi mokili message toza na yango toza ebele tokoki kotémoigne nous sommes partout toza na babiro ya bareprésentation par-ci par-là mais toza na esika fixe oyo ya koefanda te nde yango tosengi mpenza na organisation posuna bomemela biso message po ya mokonzi ya mboka tomoni azosoutenir bagroupe ya bahandicapé bafootballeur bato ebelebele
Mais biso ba victime de violence sexuelle et beaucoup de séries tolingi na biso te bato qui représenter biso comme régime passé par pour ça. Elle a utilisé biso ba utiliser biso mais après ba rejeter biso ba tie biso en insécurité. Tozali awa malgré la violence qui biso, le savoir-faire c'est ce qui compte. Tozana un peu ça pour permettre nani hémorragie oyo esila na kati ya mboka na biso. Nous sommes pas tozana mbele ya koloba mais nous vous remercions beaucoup. Décennies, notre peuple a été contraint de payer un tribut humain intolérable. Derrière le concept abstrait de crise sécuritaire, il y a la réalité flagrante de nos mères traumatisées, de nos enfants volés de leur enfance pour devenir des enfants de la rue ou des enfants soldats et de nos terres fertiles transformées en sanctuaires d'éternel. Ici, je nous rappelle tous que nous avons suivi ces témoignages les jours de Génocos. Nous avons vu ces jeunes hommes à qui on avait volé sa jeunesse, qui a été défigurée, pour lequel la société s'est moquée de lui, et pourtant, c'était les conséquences de la guerre. J'estime que nous tous, nous avons coulé le larmes en suivant ces jeunes hommes, et ça fait très mal. Et encore, lui a eu la chance d'avoir quelqu'un qui l'a doté, qui l'a amené, qui l'a encadré, et aujourd'hui il peut témoigner. Et ceux qui souffrent dans le silence, nous ne savons pas les nombrer. Et cela exige que nous tenions compte de ça. Et comme parents, comme chrétiens, nous avons le devoir d'y travailler et dire non à la guerre et dire que nous voulons que la paix. Mais je le dis haut et fort du haut de cette tribune, de la résignation et qu'elle doit prendre fin. Je veux de le dire. Face au risque de délitement national, il existe un rempart infranchissable, une force qui ne plie pas sous le menace, qui ne compule jamais face aux épreuves, qui soigne les blessures, qui nourrit le déplacé, qui maintient le dialogue communautaire et qui reconstruit là où tout a été dévasté. Et cette force, c'est la société civile. Ce sont les forces vives de la RDC. Ce sont des confessions religieuses. Est-ce que la salle peut applaudir pour ce travail? Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus faire de la figuration institutionnelle ou pleurnicher sur nos plaies. Non, nous n'allons pas le faire. Nous sommes venus donner un cap de la paix, poser des diagnostics sans complaisance et apporter des solutions concrètes et irréversibles. Notre travail pour cette présentation comprend 2 points. Donc, le premier point, ça va être sur le diagnostic et la place de la force vive. Le deuxième point, la méthodologie et stratégie d'action. Le troisième point, les recommandations et l'appel à l'action. Et il y aura une conclusion. Le premier point, le diagnostic et la place des forces vives.
solide, il faut d'abord mesurer la fragilité de la fondation passée. Soyons lucides et ayons le courage politique et citoyen de la vérité. Pourquoi des dizaines d'accords de paix signés sous le feu projecteur ont-ils tous fini par voler en éclats? C'est une question que nous posons. La réponse est puissante parce que les accords ont trop souvent été conçus dans l'opacité des salons feutrés par les élites déconnectées en cherchant à satisfaire des appétits de pouvoir plutôt qu'agir à guérir le blessure du peuple. C'est le peuple dans tout ce qui se passe qui paye le prix. Quand il y a la guerre, c'est le peuple qui meurt. Quand il y a la guerre, c'est le peuple qui souffre en se déplaçant. C'est des enfants, c'est des femmes, sans oublier ces personnes de la troisième classe, les personnes vivant avec handicap, ils en paient le prix. Et donc, la guerre amène la souffrance, et cette souffrance, c'est le peuple qui paye le prix, c'est le peuple qui dort affamé. Distribuer, ces gens se distribuent légalement. Ils s'accordent des amnisties à des doutés seigneurs de guerre et ignorent la parole des victimes qui n'a jamais produit la paix. Cela n'a fait que financer la prochaine rébellion. Une paix déconnectée à la base n'est qu'une trêve armée éphémère. Parce que, je crois, l'intervenant à ma gauche venait de soulever cette question où on discute sans tenir compte des causes profondes. Donc, c'est important d'identifier les causes profondes, pas de ceux qui s'éclament pour leurs intérêts égoïstes en prenant les armes, mais les causes profondes de la population. C'est ici que la société civile s'impose, non pas comme une option, mais comme la clé de voûte de la solution. Notre position au cœur de la nation repose sur 3 piliers d'acier. Voilà le premier pilier, l'intransigeance de notre proximité. Là où l'État est parfois absent ou affaibli, la société civile est présente. Quand nous parlons de la société civile, dans cette composante, nous avons la société civile confessionnelle, qui sont les églises, les confessions religieuses, et la société civile laïque. Dans chaque village, dans chaque chefferie, dans chaque camp de déplacés, nous sommes au contact direct avec des tensions. Nous connaissons la vérité des chiffres, mais surtout la vérité de visage. Le deuxième pilier, la légitimité incontestable du tissu national. Des autorités coutumières garantes de nos traditions au mouvement citoyen, vigiles de la démocratie, des mamans maraîchères, aux confessions religieuses et aux associations de jeunes, nous sommes le sang qui coule dans les veines du Congo réel. Je me rappelle que nous avons suivi des hommes de Dieu qui ont été lâchement assassinés, des églises vandalisées, mais cela n'a pas empêché aux hommes de Dieu de continuer à faire leur travail, à prêcher la parole de Dieu et accomplir leur mission sociale vis-à-vis de la population et de la nation.
la société civile également. Il y en a qui ont perdu femmes avant. Je me rappelle une fois quand l'AFDEL et AFC, M23 AFC est entré à Goma, les leaders de la société civile étaient traqués. Je me rappelle, on était en séance, un nous avait appelé, il avait fait 3 semaines en cachette, il n'avait pas mangé, donc c'était compliqué. Sa femme était menacée et les enfants. Et c'est les organisations ici qui se sont organisées et l'ont aidé à fuir vers l'Ouganda. Donc voilà ces risques que nous pourrons comme pasteurs, comme acteurs de la société civile, et il est parti, enfants et les femmes sont restés, ils ne savent pas comment ils vont survivre, donc on les laisse à la merci de Dieu, et heureusement que Dieu prend toujours soin en sa manière. Le troisième pilier, c'est le poste stratégique de dialogue. Quand les canaux diplomatiques formels sont bloqués par la méfiance ou les calculs politiques, la société civile conserve cette capacité unique de parler à toutes les parties, de dénoncer les tensions communautaires et d'aller chercher la vérité là où l'autre n'ose pas s'aventurer. Quelque chose soit dit clair ici, la société civile ne vient plus comme observateur d'un siège à la table des négociations. Elle cherche à être désormais comme l'acteur central et le garant moral de la résolution de crise. Nous pouvons voir tout ce qui se passe dans ces pays. Si nous regardons notre constitution, elle ne consacre pas une place pour l'Église, une place de choix pour la société civile, que ce soit confessionnelle et non confessionnelle, laïque. Mais quand il y a des problèmes aujourd'hui, c'est les hommes de Dieu à qui on fait des coups parce qu'ils doivent concourir à planir, à ce qu'ils approchent les uns aux autres pour qu'on essaie de trouver un couloir qui permette à aboutir à un climat de paix. Et ça, c'est très important et je voudrais que nous tous nous ayons conscience de ça. Si jamais il y a des échanges qui pourront permettre ou vouloir ouvrir, par exemple, avec le consensus ou l'accord de tous, par exemple, à la révision de la Constitution, de penser quand même déjà à avoir un article qui devra être inséré. C'est vrai, on dit que le pays est laïque, mais aujourd'hui les hommes de Dieu sont au devant, ils prennent le risque. Ceux qui prennent le risque, vous voyez comment ils sont vilipendés. Que ce soit les acteurs de la société civile laïque, il faudrait que cela soit consacré de manière réglementaire dans la Constitution et leur confier ce rôle-là de manière légale. Troisième point, méthodologie et stratégie d'action. Comment satisfaire aux attentes légitimes de parties en conflit sans jamais compromettre la souveraineté de notre peuple, ni brader la justice? C'est une question. La société civile propose une méthodologie d'action articulée autour de 3 piliers non négociables. Le premier pilier, une cartographie rigoureuse, séparer les griefs légitimes des chantages criminels. Toutes les revendications ne se valent pas. Il faut instaurer une distinction claire et nette entre le besoin légitime de la population. Ici, nous voyons la sécurité des personnes et de leurs biens, la fin de la marginalisation économique, la résolution des conflits fonciers intercommunautaires et l'accès équitable
base. Répondre à ces attentes est un devoir de l'État. Le chantage d'opportunistes politiques et militaires, utiliser les armes pour négocier de postes au gouvernement ou l'intégration automatique dans les forces armées doit cesser définitivement. Donc, nous y insistons et nous voulons que cela s'approprie même dans la population. Nous devons refuser cela et ça doit s'arrêter définitivement. Les deuxièmes piliers, la stratégie du dialogue. Nous voulons de la base au sommet, les bottom-up. Les traités internationaux ne valent que par la réalité de leur application au village. Avant d'engager de grands sommets diplomatiques à l'étranger, nous devons créer des cadres locaux de concertation intercommunautaire. Celle-ci, c'est en faisant asseoir autour d'une même table les fermiers, les éleveurs, les chefs coutumiers, les femmes, les églises, les leaders de jeu, que l'on dénule les rancœurs de voisinage. C'est en réparant les tissus sociaux locaux que l'on rend les accords de paix nationaux solides et incassables. Le troisième pilier, la force de frappe des femmes et l'intégration de la jeunesse. C'est un engagement solennel et un ultimatum politique que je pose aujourd'hui et un ultimatum citoyen. Nous exigeons que les femmes ne soient plus cantonnées au rôle de victimes à consoler. Ça, non. Les femmes ont assez coulé de larmes. Mais qu'elles siègent en tant que négociatrices en chef, médiatrices de crise et décisionnaires aux tables de paix. De même à notre jeunesse, trop souvent instrumentalisée par le manque d'opportunités, nous devons offrir une alternative claire. Le jeune Congolais ne doit plus être de carburant ou la chair à canon des groupes armés. Ça, nous disons, ça doit s'arrêter. Mais ils doivent devenir les ingénieurs, les entrepreneurs, les bâtisseurs de notre émergence économique et des technologies qui migrent aujourd'hui vers l'IA. Pourquoi nos jeunes aussi ne deviendraient pas de ministres, des leaders de la société civile, des archevêques? Papa, dans 15 ans, a besoin de la relève. Nous voulons que ces jeunes viennent aussi au service de Dieu, qu'ils aient la formation. L'archevêque général représentant légal a besoin de enfants pour servir les églises. Les églises, le pasteur ont besoin de jeunes qui doivent encadrer parce qu'aujourd'hui, même l'église forme le jeune. L'église non seulement fait le travail spirituel, mais il forme le jeune parce que la tendance a changé. Si je me rappelle bien l'activité de Kodam qui avait eu lieu au chapiteau, on avait, je parle sous le contrôle du conseil principal apôtre, on avait parlé qu'il y avait un encadrement de jeunes qu'on devait former dans le numérique. Donc, et cette proposition, la demande a été faite à l'Église pour disponibiliser la jeunesse, comme pour dire que nous avons aussi besoin de ressources au niveau de l'Église. Recommandation
invitation et appel à l'action. C'est le 4e point. Mesdames et messieurs, pour que ce forum d'aujourd'hui ne s'ajoute pas à la longue liste des colloques oubliés dès le lendemain, la société civile formule 4 exigences majeures immédiates. La première, institutionnalisation d'un cadre permanent de suivi citoyen. Nous recommandons la création officielle des mécanismes conjoints regroupant la société civile, l'État et les partenaires internationaux dotés d'un droit de regard, d'évaluation et de veto citoyen sur l'exécution réelle de tous les accords de paix passés et futurs. Nous sommes dans cette approche d'envisager un suivi et une évaluation. Parce que notre pays, nous sommes allés d'accord en accord. Aujourd'hui, il n'y a pas un feedback, il n'y a pas un répondant qui peut dire comment ces accords ont évolué, qu'est-ce qui a freiné, tout ça. Je crois que cette structure peut jouer évidemment ce rôle, comme elle sera citoyenne. Donc, elle va veiller au strict respect et accomplir ce principe de redevabilité, parce que tout ce que l'État fait, tout ce que nous faisons, c'est le peuple qui est souverain, il est censé avoir l'information et au bon moment. Le deuxième exigence, une justice transitionnelle, inflexible et réparatrice. Bâtir la paix sur l'amnésie où la grâce d'assassin est un suicide collectif. Il n'y aura jamais de paix sans justice. Nous exigeons un barème clair, combiner la recherche de la vérité, la justice spécialisée, la réparation ciblée pour le victime et le soutien psychosocial aux communautés dévastées. Et je crois qu'il est temps de décourager ceux qui pensent que prendre les armes leur donne l'opportunité. Nous devons maintenant penser aux sanctions. Je crois l'apôtre Fofana a évoqué ici qu'il y a un faible taux de sanctions, que ce soit sanctions positives ou négatives. Mais dans ces cas d'espèce, nous voulons qu'on impose des sanctions négatives pour décourager ceux qui prennent les armes. Troisième exigence, un plan maréchal socio-économique pour la démobilisation. Un programme de désarmement, démobilisation et reconstitution communautaire DDR qui ne soit pas un vain slogan. Cela passe par la création de pôles de développement agricole, d'élevage, d'écoles de métiers et de chantiers d'infrastructures, etc. pour offrir une récession réelle et durable aux anciens combattants avec l'idée de service national qui prouve sur terrain que cela est possible si on y met du sérieux. Et j'aurais suivi le ministre en charge à la défense, ministre délégué en charge de la décentralisation, y faire allusion. Et cette recommandation, nous devons l'approprier parce qu'il faudrait que ça soit effectif. Le quatrième exigence, l'intégration stratégique de femmes dans l'architecture de paix par rapport au rôle pivot de la femme. Nous allons énumérer ici
ici les 3 niveaux. Au premier, nous avons au niveau institutionnel et décisionnel, exiger l'application stricte et juridiquement contraignante pour les principes de la parité dans l'ensemble des organes de décision, des suivis et des gouvernances qui découleront du dialogue national et des réformes à venir. Nous évoquons cet aspect pourquoi? Parce que la Constitution qui nous régit aujourd'hui consacre la parité. Mais la loi qui devait découler de cette parité est contraire à la Constitution parce qu'elle parle de 30%. Et nous voulons que ça soit aussi bien clair. Les hommes qui sont le partenaire, qui doivent concourir avec les femmes, pensent que les femmes viennent en concurrence. Et quand vous discutez avec les hommes, ils vous disent: ah oui, voilà madame, nous avons cherché des femmes pour les aligner, on n'en a pas trouvé, et pourtant la loi prévoit que si nous alignons beaucoup de femmes, on va nous donner une subvention. Et je comprends. L'objectif ici, ce n'est pas d'aligner les femmes, mais l'objectif des hommes, c'est d'aligner les femmes pour bénéficier de la subvention qu'il y a derrière. Et ça, c'est pas bon. Il faut que la loi soit claire sur ce point. Et quand on parle de parité, je dis aux hommes, ça ne concerne pas que le poste électif. Il y a le poste de nomination. Maintenant, pour les postes électifs, vous allez chercher les femmes. Maintenant, quand il y a le poste de nomination, est-ce que vous faites aussi appel aux femmes? Est-ce que vous demandez qu'on vous cherche les femmes qui répondent au profil? Non, là ça devient un secret. Et je pense qu'il faudrait qu'on prenne compte de ça. Et merci. Et j'ai beaucoup aimé les passages que l'apôtre m'a donnés ce matin. Et je voudrais lui-même, il va vous expliquer ça. Il parlait à la création. Parce que cette discrimination comme enfant de Dieu ne trouve pas sa place dans la Bible. Quand l'homme a créé l'homme et la femme, il n'a pas créé l'homme ou une personne qui doit dominer sur l'autre. Il m'a bien dit clairement que la domination de l'homme sur la femme est venue quand ils ont péché au jardin d'Éden. Maintenant, nous, comme enfants de Dieu, les chrétiens intellectuels, nous voulons appliquer cette action dans les péchés, dans les jardins d'Éden, ou de la conception de Dieu, où il a créé l'homme et la femme comme êtres semblables et partenaires. Je souhaiterais que l'apôtre, avant son introduction, qu'il vous partage cette expérience. Ça va beaucoup édifier les hommes dans les professions, même à la maison. Merci beaucoup. Le troisième pilier, exigence, c'est au niveau de la résilience économique. Créer un fonds d'appui à l'autonomisation économique de la femme et prioriser la cible sur le relèvement socio-économique de femmes vivant dans les zones touchées par les conflits. C'est vrai qu'il y a eu des approches de soutenir la femme, mais je vois en majorité, on amène les femmes on les aide à souscrire au crédit et tout. Je me dis c'est bien bon, mais pensez à l'aspect de subvention pour les soutenir, surtout ces femmes victimes. Ça va être un bon accompagnement pour leur décollage et faciliter leur intégration socio-économique. À mes frères, à mes sœurs congolaises, je lance cet appel. La paix et la justice ne s'octroient pas.
elle sait conquiert. Ne demandons plus qu'on nous donne la parole, prenons-la et exerçons notre plein leadership. Et à nos frères, je réaffirme ceci: la marche vers la paix, la sécurité et le progrès ne se fera ni contre vous, ni sans nous, mais côte à côte, main dans la main. Donc, les hommes, acceptez de nous tenir, nous les femmes, à main, que nous marchons ensemble, que nous cheminons vers la paix. Ne prenez pas la venue des femmes comme une concurrente. Nous avons tous le même objectif qui est la paix et nous devons unir nos forces. En conclusion, chers compagnons de Daniel et distingués invités, la paix n'est pas une faveur accordée par bienveillance des diplomates. La paix est un droit sacré. Même notre Constitution nous les consacre. Même la Bible consacre la paix. Une conquête collective pour laquelle nous devons nous battre avec la dernière énergie. Du haut de cette tribune de Salon Congo de l'hôtel Pullman, au nom des mamans du Kivu, je vois le sud de le nord Kivu et de l'Ituri qui espèrent revoir leurs enfants grandir. Au nom des jeunes qui refusent la fatalité et au nom de tout un peuple debout que nous sommes, je lance un appel vibrant et solennel à l'unité, à la responsabilité et à l'action. Et pour nous chrétiens, j'ajoute l'amour. L'amour, la Bible nous enseigne que l'amour pardonne. L'amour ne soupçonne pas. L'amour supporte. L'amour châtie. Oui, ceux qui ont pris des armes, ils doivent répondre de leur poids, mais la justice doit aussi faire son travail, mais nous devons nous aimer les uns les autres. Nos divergences politiques pour les politiques ou provinciales sont dérisoires face à la grandeur et la survie de notre patrie. Quelles armes s'étaisent définitivement? Est-ce que, avec humilité, nous pouvons tous dire dans la salle que les armes s'étaisent définitivement? Nous pouvons le dire, que les armes s'éteignent définitivement. Que la justice s'élève sans trembler et que les forces vives de la nation prennent la tête du combat par la dignité. La RDC, notre chère patrie, ne s'effondrera pas. Le Congo, qui est en voie, se relèvera grand, uni, prospère, par la force de la détermination et l'amour de ses enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements pour les femmes. Pour la salle, la présence de l'archevêque général et représentant légal des églises de Réveil. Chers frères et sœurs, il m'a été demandé de pouvoir parler de la paix. La paix avec une spécificité, contribution des acteurs politiques dans la recherche de la paix. Donc, c'est-à-dire les accords de Nairobi, les accords d'Angola, Washington, le processus de Doha
et la Cour internationale. Pendant que j'étais en train de réfléchir sur le sous-thème, je dis si je m'arrête sur ces différents processus, je ne serais pas peut-être en train de réfléchir. J'ai donné libre à mon esprit de pouvoir aller plus loin avec la réflexion, et c'est ce que je vais vous proposer dans les quelques minutes pour que nous puissions l'enrichir ensemble et pourquoi pas trouver une voie assez singulière. Chaque processus a apporté quelque chose, même si c'était insignifiant, mais c'était quelque chose. Lorsque nous regardons le processus de Nairobi, nous pouvons noter que ce processus a été initié par la communauté d'Afrique de l'Est. Le processus s'est concentré sur le dialogue inter-congolais et sur la réintégration de groupes armés locaux. Donc vous comprenez que ce processus est dans la logique de ce qui a toujours existé dans les différents processus qui ont existé, sans le citer ailleurs. Donc, dialogue intercongolais, réintégration de groupes armés. Et vous allez noter qu'il y avait même le militaire de la communauté de l'Afrique de l'Est qui, après un moment, le président leur a demandé de pouvoir quitter parce qu'il y avait une petite confusion. Et c'est comme cela que le processus a été transféré en Angola avec le président Lorenzo qui en ce moment-là faisait office du président de l'Union africaine. Donc, le processus de Luanda avait pour mission de pouvoir se focaliser sur la diplomatie d'État à État. C'est-à-dire chercher à mettre les deux États autour d'une table, mais en étant accompagnés par les autres États. Et c'est comme cela que pendant cette période-là, nous avons vu les présidents de la République faire beaucoup de va-et-vient à Luanda pour rencontrer les chefs d'État et aussi rencontrer le président Kagame qui avait séché beaucoup de rendez-vous. Et c'est à partir de là que s'est ouvert le processus de Doha. Et tous nous avons cette image en tête où le président de la République a rencontré sous la médiation du Qatar le président rwandais. Et c'est à partir de Doha qu'un autre chemin s'est ouvert, le chemin de Washington. Et nous avons remarqué que pendant ce temps, les deux processus, Doha et Washington, sont en train d'avancer ensemble. Alors que nous avions déjà signé les accords le 27 juin 2025, mais au même moment, Doha aussi continue. Et c'est la raison pour laquelle nous entendons certains tenants de l'Union sacrée dire on n'a pas besoin d'inviter AFC M23 au dialogue parce qu'ils sont impliqués dans le processus de Doha. Et c'est là où leur problème sera réglé. Et que le dialogue intercongolais doit concerner les Congolais seulement qui sont sur les territoires qui n'ont pas de groupe armé. Parce que chaque fois qu'on déclenche le dialogue avec le groupe armé, ça termine toujours par la réintégration de ces groupes armés et ce qui favorise l'infiltration et ça complique toujours la donne et notre armée reste toujours une armée totalement fragilisée.
Parlez bien. Tu as bien parlé, Loïc. Maintenant, je voudrais quand même nous donner un bilan actuel de ces différents processus. Donc, après un an de la signature d'accords historiques de Washington, nous avons quand même quelques difficultés. Nous aimerions que ce processus de Washington puisse pouvoir s'accélérer pour que nous ayons la paix dans notre pays. Mais nous avons quelques difficultés. Le taux d'exécution est très faible. Le rapport d'évaluation à la mi-juin 2006 estime que c'est seulement 35% des termes de l'accord de Washington ont été réalisés. L'essentiel de progrès s'est limitant à des avancées institutionnelles, comité de surveillance, ainsi de suite. Donc, mécanisme de coordination. Maintenant, le désarmement au milieu de guerre, bien que Kinshasa affiche une volonté via l'initiative de désarmement volontaire et ciblé de FDLR, évalué à 5/10, la neutralisation totale de ce groupe armé reste complexe. Nous avons aussi le problème de l'impasse du retrait du Rwandais. Les Rwandais sont toujours dans l'est du pays, ils ne veulent pas partir, et ça pose problème. Il y a eu l'ultimatum qui a été donné à la date fixée, à mi-juillet. Nous avons largement dépassé cette date d'ultimatum. Le Rwanda est toujours dans l'est de notre pays. Donc la diplomatie américaine pour le retrait effectif des troupes rwandaises du sol congolais ça n'a pas été respecté sur le terrain. Donc l'armée rwandaise, AFC M23, ont maintenu, voire renforcé leur position. Donc tout le monde peut le voir. Et nous avons quelques points de blocage. C'est le déficit de confiance systémique, l'absence d'échange direct et fluide entre les chefs d'État et le non-respect réciproque de clauses sécuritaires majeures qui alimentent la stagnation. Donc, le fait que les rencontres ne sont pas, on va dire, favorisées entre les ténors qui doivent aller jusqu'au bout, ça pose aussi un problème. L'absence de mécanismes contraignants efficaces. Dans ces accords, il n'y a pas de mécanisme véritablement contraignant pour dire que la partie qui ne va pas respecter les accords, voici les sanctions. S'il y a ce mécanisme contraignant qui était véritablement établi, on aurait vu que le Rwanda serait sanctionné parce qu'ils sont en train de violer l'esprit de l'accord chaque jour. Et ça pose problème. Et puis nous avons aussi quelques mesures de confiance qui subsistent. Et dernièrement, nous avons vu que la République démocratique du Congo a eu à libérer quelques détenus pour montrer sa bonne foi de vouloir continuer avec ce processus jusqu'à la fin. Mais après avoir dit ça, je me suis quand même interrogé sur les compagnons de Daniel. On nous a dit tout à l'heure par Maître Kabila que nous sommes un parterre de chrétiens et intellectuels. Donc ça veut dire que chrétiens, nous sommes connectés à une dimension spirituelle, avec la possibilité de recevoir les injonctions qui viennent d'ailleurs pour apporter la solution dans le problème de la terre. Mais au même moment, nous sommes aussi intellectuels. Cela veut dire que quand bien même nous sommes connectés à la dimension spirituelle, mais nous avons la capacité d'analyser les événements, les réalités de notre époque et savoir, avec notre connexion céleste, comment nous pouvons apporter la solution. C'est dans ce contexte-là, je pense, que les compagnons de Daniel sont nés.
Parce qu'il y avait un problème à Babylone. Et ces problèmes, s'ils n'étaient pas résolus, Daniel et ses compagnons et les autres sages de Babylone allaient être mis à mort. C'est dans ce contexte-là que Daniel a demandé à l'eunuque qui était chargé de mettre à mort tous les sages de Babylone de leur donner quelques jours pour qu'ils aillent se connecter alors qu'ils étaient instruits dans les lettres de Babyloniens. Ils avaient le savoir, la connaissance, mais il manquait une dimension. C'était celle de se connecter à celui qui avait créé cette énigme-là. Parce que, quand nous lisons Daniel chapitre 1er, nous allons voir que l'énigme a été créée par Dieu. Et moi, je dis toujours que Dieu est le metteur en scène. Il peut amener son peuple vers la mer Rouge et il demande à Pharaon de le suivre, pendant que le peuple pense que la mer va les engloutir. Finalement, la mer va engloutir l'armée de Pharaon. Tout ça là, il y a un seul metteur en scène, c'est Dieu. Celui qui va plonger Nebuchadnezzar dans le sommeil, il lui fait voir un rêve et il l'oublie. Le matin, il faut qu'on lui explique d'abord en lui disant ce qu'il a vu. Heureusement que ces astrologues et ces sages avaient compris un principe, que ce que le roi demandait, il n'y avait personne qui pouvait donner l'explication. Il n'y avait que de Dieu qui n'avait pas leur demeure parmi les hommes. Donc Daniel et ses compagnons avaient la possibilité d'aller vers le Dieu qui n'avait pas leur demeure parmi les hommes pour pouvoir comprendre l'énigme, le révéler au roi et en donner l'explication. Donc ça veut dire quoi? Daniel, mon amour, et nous tous qui sommes ici comme les compagnons de Daniel. Voici ce que Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Il laisse la paix d'une manière globale, mais il donne à ses enfants sa propre paix. Donc ça veut dire que si nous sommes les compagnons de Daniel, nous devons savoir que nous sommes porteurs de la paix de Jésus. Or, s'il y a la multiplication des compagnons de Daniel dans ce pays, et qui sont porteurs de la paix de Jésus, vous allez comprendre que cette paix sera transmise autour de nous, et ce pays sera en paix. Maintenant, voici comment il continue. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Qu'est-ce que le monde donne? La paix. Le même mot paix que Jésus utilise, c'est le même paix que le monde utilise aussi. Mais malheureusement ou heureusement, la manière de donner la paix diffère. C'est comme cela que les compagnons de Daniel doivent réfléchir sur la paix que nous avons de Jésus et comment nous pouvons la transmettre, non pas de c'est pas la contagion, non pas de la manière de hommes, mais de la manière de Jésus. Si nous ne savons pas trouver comment donner la paix de la manière de Jésus, la paix que nous allons donner sera de la manière des hommes, ça ne va pas produire ses effets. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Et c'est là où je vais aller conclure en faisant un parallélisme. Il y a un problème qui se pose. À l'époque de Daniel, après avoir réalisé 70 ans à Babylone, selon la prophétie, il fallait que Israël puisse pouvoir sortir de Babylone pour aller reconstruire son pays. Mais voici que Dieu avait déjà prévu quelque chose avant que cela n'arrive. Ésaïe avait déjà prophétisé l'existence d'un homme qui n'est pas juif, qui est perse, mais c'est par lui
que Babylone, plutôt que Jérusalem, le temple va être rebâti. Donc quand Daniel va prier, la solution de Dieu, c'est l'homme providentiel qui va la mettre en œuvre. Le problème est que pendant que Daniel priait, il savait ce qu'il demandait, parce que sa prière correspondait avec la saison ou le peuple de Dieu. Et très souvent, nous prions pour ce pays, nous prions pour la paix, nous prions pour que les choses changent. Mais étant des compagnons de Daniel, sommes-nous capables d'identifier l'heure, le peuple, la saison et ce qui est présentement dans le cœur de Dieu qui doit être le sujet de notre prière? Quand bien même Daniel a prié selon l'époque et selon ce qui était dans le cœur de Dieu, mais sa prière a été exaucée le premier jour, mais la réponse a été retenue pendant 21 jours. Maintenant, imaginons-nous si nous prions en dehors de ce qui est actuel dans le cœur de Dieu. Et il y a un problème très sérieux. Et lorsque nous lisons par exemple dans Ésaïe 44, la Bible dit, j'ai dit, Cyrus, il est mon berger. Celui que Dieu appelle son berger, c'est qui? C'est un païen. Aujourd'hui, on l'appellerait iranien. L'Iran qui cherche aujourd'hui à supprimer Israël, son roi à cette époque-là, c'était lui que Dieu appelait son berger. Il dit, et il accomplira toute ma volonté. Attends, on a un problème sérieux ici. Comment Dieu peut être sûr qu'un païen est capable d'accomplir toute sa volonté alors que ses enfants sont en train de payer d'accomplir même la moitié de sa volonté? On a un problème très sérieux. Il dira de Jérusalem qu'elle soit bâtie et du temple qu'elle soit faite. Mes amis, nous vivons dans une époque où nous pouvons nous rappeler que ce pays est stratégique. La RDC est au cœur de toutes les stratégies du monde. Ça veut dire que notre pays est géostratégique sur le plan politique. Il est aussi géostratégique sur le plan spirituel. Sur le plan politique et diplomatique, nous avons vu tous les processus que le président de la République a menés jusque-là. En commençant par Nairobi, pour terminer à Washington. Ça, ce sont des démarches stratégiques, diplomatiques. Maintenant, regarde. Je pense que c'est par là que je vais terminer. À l'époque de Daniel, on parle de Cyrus. Et nous sommes dans cette salle les compagnons de Daniel. Ça veut dire que nous devons trouver l'équivalent de Cyrus dans notre époque des compagnons de Daniel qui va apporter la paix dans notre pays. En 2026, qui peut être l'équivalent de Cyrus, parce que nous sommes les compagnons de Daniel. C'est qui? Merci. Non, c'est une réponse juste. Regardez l'élection de cet homme. Premier mandat, il termine son mandat, il va contester les élections, comme on nous a donné tout à l'heure là, la contestation, ça crée la frustration et le conflit. Il va même mobiliser sa troupe pour marcher sur le Capitole. Donc ça veut dire que cet homme-là, c'était un homme qui devait terminer le reste de sa vie en prison. Donald Trump. En partant de la Maison Blanche, il a pris tous les dossiers sensibles, il a amené ça chez lui.
il va postuler pour la deuxième fois, il était accusé de plus de 3000 chefs d'accusation. Ne parlons pas de la tentative d'assassinat. Mais curieusement, ce monsieur est élu presque au la main. Qu'est-ce qu'il représente dans l'agenda de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il y a le lien entre ce monsieur qui ne méritait même plus revenir au pouvoir avec celui qui a dédié le pays entre les mains du Seigneur? Est-ce qu'il y a un lien? Je peux dire sans me tromper qu'il y a le lien. C'est pendant cette période de Donald Trump que nous sommes en train de voir le faisceau de lumière pour la paix que nous avons tant entendu. Mais sur le plan spirituel, je suis en train de dire que sur le plan géostratégique, la République démocratique du Congo est un pays solution à cause de ses forêts, de ses tourbières, de ses minéraux et de tout ce qu'il a. Mais sur le plan spirituel, la République démocratique du Congo est aussi géostratégique. Donc ça veut dire que quelque part, l'accélération du retour de Jésus repose aussi sur la paix et la fonctionnalité de cette nation. Ce qui veut dire que hier, le président de la République a mené une diplomatie agissante. Aujourd'hui, les compagnons de Daniel, l'église de réveil, doivent s'approprier une diplomatie qu'on peut appeler une diplomatie religieuse. Diplomatie religieuse agissante. Parce que nous sommes des hommes non seulement spirituels, mais nous sommes des intellectuels. Ce qui fait que Dieu nous a fait même un clin d'œil dans ce pays. La chef de la maison de la foi, de la Maison Blanche, est venue ici. Nous l'avons reçue. Elle a fait un témoignage qui m'a moi bouleversé. Et cette dame a dit que le président Trump le coûte beaucoup. Cette femme est toujours à la Maison Blanche. Qu'est-ce que l'Église de réveil, les compagnons de Daniel ont fait pour que nous puissions mettre la pression spirituelle en vue de pouvoir consolider cette diplomatie religieuse? Si nous croyons que Trump est la clé, nous devons croire que ce même Trump qui a établi dans son cabinet, on va dire le bureau de foi, de la foi, par ces bureaux de la foi que Dieu lui a inspiré d'établir, alors qu'ici dans notre pays, nous avons des institutions spirituelles officielles qui peuvent mener une diplomatie agressive spirituelle en vue de contraindre Trump à pouvoir contraindre Kagame de pouvoir quitter ce pays avec sa troupe. C'est comme cela que le début de la paix va commencer. Aussi longtemps qu'il y a quelques lobbyistes américains qui sont en train de soutenir le Rwanda va toujours jouer à ce double jeu de cache-cache. Mais si nous devenons agressifs dans cette diplomatie spirituelle, religieuse et agissante, les choses vont s'accélérer. Je termine par ceci. Je vais vous rappeler une chose que nous semblons oublier. Trump n'est pas président des États-Unis pour l'éternité. Ça veut dire, nous avons un mandat un peu plus que les États-Unis. Notre président a 5 ans, mais lui, il a 4 ans.
Et je pense qu'il a déjà consommé pratiquement 2 ans. Ça veut dire qu'il nous reste 2 ans. Nous n'avons plus le temps à perdre. Le temps qu'il nous reste, nous devons être agressifs. Nous avons beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui croient en la destinée de la RDC qui sont autour de Trump. Nous avons beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui croient en la destinée de la RDC qui sont partout aux États-Unis. Et si nous faisons un front spirituel, si nous faisons un front religieux, nous pouvons faire avancer les choses et nous amènerons la paix dans ces pays. Après avoir prié, il faut savoir agir. Ne restons pas toujours à genoux. Après avoir prié, il faut savoir agir. Israël est le premier pays, si on peut dire, religieux ou spirituel. Mais Israël a une armée forte, capable de pouvoir tuer physiquement ses ennemis. Après avoir longtemps prié, nous devons agir. Mais nous devons agir sur l'instruction de celui de qui nous sommes attachés, ou à qui nous sommes attachés, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis, je vous remercie. Que je connais depuis longtemps, mais certainement qu'il ne se rappelle plus de moi depuis 2000-2001, lorsque j'ai arrivé à Kinshasa en train de fuir des atrocités du trio rwando-ougandais pour Burundais quand ils ont attaqué l'est du pays. À ce moment, j'étais encore trop jeune dans les Kojeski. On avait une structure de la promotion avec les OPA. On avait un petit bureau à Victoire sur Kandakanda. C'est un homme qui nous a beaucoup aidé vraiment en appui logistique, mais aussi sur le plan d'intégration et de relations à Kinshasa. Lorsque j'ai vu que c'est lui qui organisait, j'ai dit, si j'ai l'occasion de lui rendre l'ascenseur avec ma contribution, je n'hésiterai pas à devenir excellent. Je voudrais également remercier ma sœur, curieusement, le protocole a voulu qu'on soit ensemble, qui est une icône de la société civile du mouvement féminin, avec lequel on discute de temps en temps sans tabou à bateau compris sur des questions qui concernent l'intérêt national. Alors, il s'agit de Madame Riti qui est à ma droite. Cela étant dit, alors le thème qu'on m'a proposé, c'est un thème tellement riche, compliqué, contextuel. Lorsqu'on me demande de parler sur les dialogues nationaux inclusifs, sur les règlements des conflits, au regard des réclamations des rebelles du M23, des groupes armés dans le territoire de Beni, Massissi, Rutshuru, Nyiragongo, Walikale, Lubero, Fizi, Calais, Ivi, Ituri, la ville de Goma, évidemment celle de Bukavu aussi. C'est un thème un peu compliqué, mais il me donne l'occasion de pouvoir finalement dire ce que nous avons aujourd'hui. Nous étions le panel des experts de la société civile, était la première structure, les éléments existent qui avions proposé à son temps les dialogues comme mode de résolution des conflits. À ce moment-là, personne ne voulait nous écouter, on nous a fait caricaturer, on a dit tout ce qu'on pouvait dire, comment nous pouvons proposer des dialogues alors que le pays est agressé, alors qu'il y a des groupes qui finissent par-ci par-là. Et finalement, l'histoire commence à nous donner raison. On se rend compte de plus en plus que c'est la voie royale pour pouvoir participer et résoudre les conflits que nous avons après les péripéties, après tout le processus, après les tentatives de différents mécanismes. Alors, cela étant dit, j'aimerais quand même donner quelques éléments généraux sur la perspective du dialogue d'une manière globale avant de citer dans ma conclusion sur les spécificités du dialogue en RDC. Je voulais d'emblée dire que l'Église, comme c'est une activité organisée par des hommes de Dieu, c'est la lumière du monde. L'Église, lorsqu'on a parlé de Jésus, on a dit qu'il n'était pas venu pour les saints, mais il était venu pour les méchants. Entre guillemets, je ne suis pas
vraiment homme de Dieu, je ne connais pas très bien la Bible, mais j'ai quand même l'idée. Alors, ce qui fait que pour nous, de la société civile, les dialogues restent cette voie royale, restent ces mécanismes, restent ces outils, et c'est un levier finalement qui peut permettre de résoudre et de résolver les problèmes qui surgissent entre des nations, entre des individus et même dans la famille. Et donc, vouloir se passer de ces mécanismes qui ont moins de conséquences, s'il faut dire ainsi, qui ne demandent pas beaucoup d'efforts en termes de résolution d'une crise, nous pensons qu'il est important qu'on puisse réfléchir profondément et qu'on puisse être prédisposé de pouvoir participer à un dialogue qui peut nous amener la paix, qui peut nous permettre finalement, comme l'a dit mon collègue, parce que finalement nous sommes aussi des collègues et nous avons fait nos parcours ensemble à l'école de formation électorale en Afrique centrale avec l'apôtre Fofana. Donc c'est un mécanisme qui est facile, un mécanisme qui permet un consensus, d'autant plus que les uns et les autres, chacun a un cahier de charges, chacun a des prétentions, chacun a des idées, chacun a ce qu'il peut reprocher à l'autre, surtout en ce qui concerne le fonctionnement de la nation, en ce qui concerne la démocratie, en ce qui concerne le respect des droits humains, en ce qui concerne l'unité nationale, l'intégrité du pays. On peut avoir autant d'éléments qu'on peut reprocher aux uns et aux autres. Mais j'aimerais insister quand même sur un élément auquel beaucoup de gens ne font pas l'attention. Notre pays, la RDC, tire son existence même du dialogue. Pour que la RDC existe, pour que nous ayons ce pays, nous ne l'avons pas obtenu par des armes, nous ne l'avons pas obtenu par d'autres mécanismes, contrairement à d'autres pays africains ou du monde qui se battent, qui sont légués, qui se disloquent. Il y en a des États qui existent. Mais la RDC tire son existence du dialogue. C'est la conférence de Berlin. Les gens se sont retrouvés, on a dit bon, on trace comment la RDC, on prend, on décide, il y a des peuples qui étaient de ce côté, on les ramène, il y a des richesses qui étaient là, et c'est comme ça finalement. Et donc nous ne devons pas oublier cela que l'existence de notre pays, qui sont sous-bassement, son existence, il faut me répéter sur les dialogues. Et donc l'âme de notre pays se trouve dans les dialogues. Et lorsqu'on regarde les grandes limitations que notre pays a déjà connues, c'est toujours autour de table. L'indépendance, nous l'avons obtenue comment? C'était la table ronde de Bruxelles. Les gens se sont rencontrés, on a décidé finalement, il y a eu la révolution après Kassabou, il y a eu des morts, il y a eu des martyrs. Mais finalement, on a dit, bon, on fait comment? Les Belges ont fait comment? On s'est retrouvés à Bruxelles, on a fait la table ronde, c'était les dialogues. On a finalement sorti de cette crise-là de la colonisation pour aller à l'indépendance. Et bien avant cela, ce n'est pas ici, on va parler de cours d'histoire, où il y avait l'État indépendant du Congo, le Congo belge. C'était toujours des dialogues, les gens se rencontrent et décident. On arrive à la conférence nationale avec la forte crise de la dictature mauricienne. Finalement, on décide qu'il faut aller à la démocratie. Et les gens se trouvent dans une conférence nationale, avant c'était une conférence constitutionnelle. Finalement, il va devenir une conférence nationale souveraine. Et donc, je reste convaincu dans mon plus profond, je peux être mal compris, je peux être mal interprété. Tous ceux qui militent, ceux qui travaillent pour ce pouvoir royal ne se trompent jamais. Et c'est là où je pense que les hommes dédiés, surtout les archevêques avec ce qu'ils ont comme ascendant, ce qu'ils ont comme autorité morale, si tous les chrétiens et les hommes politiques inclus doivent nous aider de pouvoir préparer les gens, je dirais même spirituellement, pour qu'ils puissent être prédisposés à se parler en face, à s'écouter. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, lorsqu'il y a mort d'homme, les gens se mettent ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter que les sangs continuent à couler? Ce qui fait que, et ce qui me donne la force, c'est de là où j'ai pris mon essence pour parler de ça, en tant qu'acteur de la société civile, il n'y a aucun acteur de la société civile qui peut soutenir la guerre. Certes, en réservant les monopoles et les pouvoirs de la violence à l'État congolais comme nous le savons, ou à chaque État, mais il n'y a aucun acteur de la société civile digne de ce nom qui peut soutenir la guerre contre le dialogue ou contre des négociations. C'est ce qui me donne cette force de pouvoir dire non, chers frères et sœurs, il n'y a pas de diable d'un côté, il n'y a pas des anges de l'autre côté. Les Congolais doivent se voir en face pour parler des questions existentielles, des questions liées à la renaissance de la RDC, des questions liées à la résolution des crises de légitimité, des questions liées à la refondation de la nation
et finalement réfléchir sur les devenirs de ces pays. Alors, comme je viens de dire des considérations générales sur le dialogue, je m'en vais parler maintenant sur les problèmes des groupes armés. Il y en a à peu près 11 territoires qui sont concernés. Je vais essayer de donner quand même la typologie de ces groupes armés en les catégorisant en trois. Il y a des groupes armés par cantonnement ou par localisation géo-transitionnelle. Il y a ceux qui sont en Ituri, il y a ceux qui sont dans le nord Kivu, il y a ceux qui sont au sud Kivu. C'est la partie de ce qui est plus concerné. Évidemment, on commence à sentir un peu les Katanga avec les Bakata Katanga et d'autres groupes armés, mais jusque-là, ils ne sont pas très menaçants par rapport à l'intégrité territoriale et par rapport à la dislocation de l'État, mais aussi par rapport à la partition ou à la soudanisation, peu importe les termes qu'on peut utiliser. Donc, si on parle des groupes armés, il faut les localiser dans ces trois provinces. Deuxième élément des groupes armés, il faut voir l'ère historique. Il y a des groupes armés qui tirent leurs origines ou leur ascendance des pays voisins. Et là, vous avez par exemple les ADF, vous avez les FDLR, vous avez les Red Tabara qui sont dans le sud, et vous avez d'autres groupes qui pullulent dans le sud-sud du sud Kivu. Quand il s'agit de groupes armés par rapport à la typologie géographique, dans l'Ituri, vous avez plus les Codeco et les Zaï. Au sud Kivu, vous avez, au nord, vous avez les Maïma, vous avez les FDLR, vous avez les M23 qui finalement s'est mieux en devenant un peu en prenant la partie politique. Et au sud Kivu, on a tout ce qu'on a les Raïa Mutomboki, on a tout ce qu'on a les Red Tabara, on a les Piraneo, on a les Maïma Yakutumba, il y en a autant. Et donc, la première catégorie c'est par rapport à leur province, la deuxième c'est par rapport à leurs origines. Il y a ceux qui tirent l'origine de l'extérieur, il y en a trois pays qui sont concernés, l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda. Et tous ont des groupes armés qui sont dans notre pays, qui se réclament idéologiquement de vouloir reconquérir les pouvoirs de l'autre côté. C'est donc la troisième catégorie des groupes armés par rapport à leurs réclamations, par rapport à leur identité. Il y en a, l'apôtre Fofana venait de le dire, qui tirent leur réclamation, leur existence sur base identitaire. Ils se disent, nous sommes de telle identité, nous devons nous défendre pour qu'on ne puisse pas nous exterminer. Et ils sont connus. Il y en a ceux qui tirent leur existence du fait pour dire non, il y a des envahisseurs qui risquent de nous prendre les sols, nous devons nous battre pour préserver les sols de nos aïeux, les sols de nos ancêtres, pour qu'ils ne soient pas plus par les envahisseurs. À un moment donné, on peut dire, est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est vrai? Mais c'est ce qu'ils disent, c'est pas moi. Il y a ceux qui pensent qu'il faut parler de contrôle de l'espace géographique. Les uns sont venus après nous, nous sommes installés. Ah, donc ça c'est plus dans les Hutus, dans les Massissi, et dans les Miragongo, où il y a des conflits entre les Hutus, entre les Tutsis, et ça pose un problème. Lorsque vous remontez dans les Touris, vous avez le problème des Zaïre, qui est plus du côté des Hema. Vous avez le problème des Codeco qui est du côté de l'Aide, et tout se bat pour le problème de l'espace. Et finalement, vous allez voir d'autres groupes armés qui utilisent des motifs que je viens d'évoquer, mais pour des raisons de contrôle économique, pour des raisons de matières qui se trouvent dans les sous-sols riches. Ils s'érigent là-bas, ils contrôlent les îles, ils font des taxes, ils s'érigent des barrières. Et ces gens-là, ils n'ont pas d'autre motif parce qu'ils sont déjà habitués à ramasser l'argent chaque jour. Et donc, ils sont obligés de consolider les groupes armés pour pouvoir continuer à faire le contrôle. Ils font des taxes et ils s'enrichissent. Lorsque vous prenez la culture sur la mine de Rubaya, qui a été à l'objet de l'assaut de M23. Donc, tous ces éléments-là nous permettent de pouvoir jeter un regard finalement sur quels sont les mécanismes qui peuvent nous permettre d'aborder la résolution de ces crises-là. Pour y arriver, j'ai essayé de réfléchir qu'il est important qu'on puisse réfléchir sur des actions politiques, des actions foncières, des actions économiques, mais aussi des actions régionales. Parce qu'il y a des... Je prends le cas des FDLR. Les FDLR, les Rwandais ne peuvent pas continuer à nous opposer. Les Rwandais ne peuvent pas continuer à se servir des FDLR comme une pièce d'or de pouvoir attaquer la RDC ou de pouvoir manipuler certains Congolais motifs qu'on cherche les FDLR. Alors qu'il est possible qu'au Rwanda, on puisse
négocier, on puisse les obliger à faire un dialogue inter-rwandais. Pourquoi il faut continuer à laisser les Rwandais ici chez nous, qui sont connus, sont identifiés dès au lieu de les ramener chez eux pour qu'ils puissent discuter des questions qui concernent leur État. Donc nous continuons à payer les pots cassés qui n'est pas les nôtres. Les ADF également. Évidemment, les ADF, il y a des nuances, d'autant plus qu'ils commencent à prendre maintenant l'idéologie islamique pour pouvoir implanter cela. Et donc, c'est une dimension sur laquelle les peuples spirituels peuvent agir, d'autant plus que les religieux eux-mêmes peuvent être en mesure de négocier entre eux pour finalement qu'on puisse citer sur comment est-ce qu'anéantir le fondamentalisme sur ces questions de convictions religieuses. Par contre, il y a des Wazalais qui sont considérés et qui se réclament des patriotes pour pouvoir défendre la terre de ses ancêtres, de leurs ancêtres. Il est possible que le gouvernement puisse réfléchir quel mécanisme on peut mettre en place pour pouvoir mettre fin à ces groupes-là. Et ces mécanismes peuvent se résoudre en 3 ou 4 éléments. Il faut d'abord la consolidation, la restauration de l'autorité de l'État. Et la restauration de l'autorité de l'État ne peut pas se faire dans ces entités, d'autant plus que ce sont des entités qui sont sous contrôle des rebelles. Et donc, c'est là où je reviendrai plus tard dans ma conclusion sur une obligation, je peux dire ainsi, de pouvoir travailler pour le dialogue, pour restaurer l'autorité de l'État et recouvrer finalement l'intégrité territoriale. À ce moment, l'autorité de l'État va s'imposer pour pouvoir mettre fin à toutes ces milices, s'il faut dire ainsi, à toutes les forces d'autodéfense qui plus tard, si on n'arrive pas à renforcer les PDDCC, parce qu'aujourd'hui, on est en train de boitiner aussi, peut-être ça sera une des résolutions presque plus sur le dialogue, pour pouvoir finalement récupérer toutes les armes qui ont déjà été distribuées au niveau de Wazalendo et au niveau de Maïmaï. J'ai un problème de toutes ces choses, ça va. Alors, et donc, il est important que les gouvernements ou les politiques puissent réfléchir comment est-ce qu'on peut arriver à récupérer cette partie du territoire qui échappe au contrôle du gouvernement. Et la bonne manière de les récupérer, comme je viens de le dire, certes que la guerre, il faut la faire, puisqu'on a besoin d'une armée forte, et nous sommes convaincus qu'on y arrivera. Mais le temps qu'on y arrive, il est possible d'utiliser, et c'est vrai qu'il faut saluer les efforts qu'on veut voir du président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout ce qu'il est en train de faire à l'échiquier international pour pouvoir montrer comment est-ce que la RDC fait face à plusieurs défis d'ordre interne et d'ordre extérieur. Ça, je dois le souligner. Et pour recouvrer l'intégrité territoriale, je voulais paraphraser un homme qui est connu de tous, Mobutu Sese Seko Kungele de Wazabanga, qui avait dit pour restaurer l'unité du pays, s'il faut marcher avec les diables, on marchera avec les diables. Mais comme je suis devant les pères spirituels, je ne peux pas parler du diable, je me retourne auprès d'eux pour invoquer Dieu, pour qu'on puisse tout faire, pour que ces personnes-là qui sont considérées, ces personnes-là, les méchants qui détruisent le pays, les méchants qui ont tué, j'aimerais de le dire, il n'y a aucun acteur de la société civile qui peut soutenir la rébellion, qui peut flirter avec un campus qui sont des messages, mais ils sont des méchants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a que des hommes de Dieu qui peuvent être en mesure de pacifier et de préparer les uns et les autres pour pouvoir se retrouver dans le dialogue et pouvoir se voir en face pour que finalement on dise ce qu'il faut faire. Alors, les conséquences de tous ces groupes armés, elles sont nombreuses. On a dit qu'il y a une personne qui va témoigner ici. Mais aujourd'hui, on peut assister, vous imaginez, à plus de 11 millions de déplacés internes. Les tissus économiques, n'en parlons pas, il a été détruit. Les tissus sociaux chez nous, il a été détruit. Au point où même, les méchants se sont attaqués à nos chefs coutumiers à l'est pour pouvoir désacraliser le pouvoir coutumier chez nous. Et donc, les conséquences de la guerre sont nombreuses. Et pour y arriver, je pense qu'il est possible, dans les préalables, d'aller au dialogue. Les pères spirituels peuvent se mettre ensemble, peuvent utiliser d'autres forces vives de la nation pour aider à ce qu'on puisse obtenir en premier lieu un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu va permettre à ce que finalement on arrête de
de continuer à arroser la terre de nos ancêtres par les sacs congolais. Puisque chaque fois qu'on fait des raids, chaque fois qu'on envoie des drones, chaque fois qu'on envoie des opérations, ce sont des Congolais qui meurent. Et finalement, si on doit continuer à faire mourir des Congolais, alors qu'on a une possibilité de pouvoir permettre à ce que la guerre puisse cesser, et c'est là qu'il faut qu'on travaille énormément sur les uns et les autres pour obtenir en premier lieu un cessez-le-feu. En deuxième lieu, parallèlement au démarrage du dialogue lorsqu'il viendra, qu'on puisse mettre sur pied un plan humanitaire, parce que l'Est du pays, avec tout ce qui a eu, avec tout ce qui continue à se faire passer là, il suffit de voir ceux qui sont de l'Est qui sont ici, combien de fois on reçoit des messages déjà qui veulent dormir, ventre clé. Quelqu'un t'envoie un message pour dire non, j'ai seulement besoin de 10 000 francs, j'ai besoin de manger seulement aujourd'hui, en attendant de savoir si les enfants vont résister demain. Voilà des conséquences que nous qui sommes ici à Kinshasa, nous subissons dans notre chair la pression de ce qui se passe ici. Et donc il est important de pouvoir travailler sur un cessez-le-feu, de pouvoir travailler sur un plan humanitaire qui peut permettre de restaurer et donner l'espoir à ces peuples-là. Également, qu'après avoir évalué tous les processus, je pense que l'excellence va en parler d'apôtre plus tard, les processus qui ont échoué. Je prends le processus de Nairobi, qui est un processus basé sur les groupes armés internes. Ce processus n'avait pas abouti pour des raisons que peut-être on donnera ici dans la salle. Le processus de Kampala, qui parlait de retour des réfugiés et tout le reste, ça n'avait pas abouti. Et finalement, on a fait retour au processus de Luanda. Tous ces processus ont échoué. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a peut-être pas analysé les causes profondes et toutes les réclamations des uns et des autres. Ce qui me permet de dire qu'avant d'aller au dialogue, il est possible que dans la gymnastique et sous l'égide de la conduite de nos archevêques, on puisse d'abord déployer l'intérêt au niveau des communautés. Par exemple, cette question liée à la stigmatisation, cette question liée à la paix. Il est possible qu'à l'Ituri, on puisse organiser d'abord des mini-dialogues pour que les gens de l'Ituri se comprennent et pacifient. Il est possible qu'il faut, je me rappelle, à l'époque nous avions annoncé, j'étais encore trop jeune, un programme sur la cohabitation de la jeunesse. On vivait ensemble. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui que les Bébés, les Banyamuleke, les Vira et les autres puissent prendre des armes pour s'entretuer? Donc il est possible de pouvoir d'abord balayer un peu des petits problèmes là, des conflits, avant de prendre des questions qui concernent la nation. Puisque si on n'y arrive pas, la conséquence sera laquelle on va aller au dialogue sans savoir quel est l'objectif, sans savoir quel est le résultat, sans savoir quelles sont les résolutions fondamentales qui vont décider sur les devenir de notre nation. Donc on va encore entrer dans des questions qui peuvent être résolues au niveau local pour les amener au niveau national. Et je pense qu'il est possible qu'au niveau local, au niveau des communautés, on puisse résoudre certains problèmes parce que les problèmes de Banyamuleke, par exemple, ils ne se posent pas au Congo central. Les problèmes de Banyamuleke ne se posent pas au Kasaï, ils ne se posent pas en Équateur. C'est par contre les Djiboutiens entre eux-mêmes qui peuvent être en mesure de résoudre ça. Et si c'est accepté localement, ça ne va plus remonter. Comme je venais de le dire, dans les Tours, dans les Massissi, dans les Mirabons, on a toujours les mêmes problèmes d'ordre hégémonique. Il y a les uns, les Tutsis ou les Hutus, qui sont des autochtones, qui savent qu'ils sont venus après eux, et ils se refoulent mutuellement. Et donc, il est donc probable qu'on puisse y arriver en prenant en compte ces éléments d'abord de base d'étage pour qu'on puisse les résoudre et les monter plus tard. Maintenant, les dialogues, comme je venais de le dire, pour citer parce que je vois que les modérateurs me regardent déjà, quelle sorte ou quel format de dialogue il faudra faire? Il y a deux tendances pour le moment. Il y a une tendance en ce qui concerne la configuration, c'est-à-dire on fait d'abord un dialogue avec les camps, les terminologies, on peut les trouver. Je vois même le cas de Emmanuel qui est spécialiste dans les termes, il peut nous aider à les trouver. On peut parler du camp de la patrie, on peut parler de la coalition, on peut parler de... Donc faire d'abord un dialogue avec ceux qui sont
de ce côté et laisser ceux qui ont pris les armes de l'autre côté. C'est une option. Il aura l'avantage de pouvoir consolider d'abord la nation de ce côté pour faire face finalement à ceux qui ont pris les armes. À ce moment, ça va bipolariser la scène politique nationale. Donc on a un cas de ce côté, on a un cas de l'autre côté. Mais les dangers et les conséquences sont nombreuses. La guerre risquera de continuer. L'avenir, personne ne peut maîtriser les imprévisibles. Puisqu'à un moment donné, j'avais alerté sur le fait que lorsqu'ils étaient encore à Bunagana et à Goma, et Bukavu avant de progresser, c'était le moment qu'il fallait agir. Et que si par malheur, ils arrivaient à prendre un autre territoire national, les dons, les chantages vont être plus graves qu'on ne les avait avant. Et malheureusement, tu vas en train de me donner raison. Je ne veux pas faire la prophétie. Et je ne souhaiterais pas dévier m'entendre sur ça. Si par malheur, il arriverait qu'il y ait un autre territoire qui va tomber entre les mains de rebelles révolutionnaires, partir ce qu'on peut dire, mais on connaît qu'ils sont là en face de nous. Donc, les deux accords vont changer. Donc, il est important de pouvoir savoir à quel moment on va agir. Ce qui me pousse à le dire, je l'ai déjà dit haut et fort, et je l'assume. Il nous faudra avoir les 4 composants autour de la table. Évidemment, l'union sacrée qui représente la majorité présidentielle, l'opposition actuellement qui est incarnée par la coalition C64 avec tous ceux qui ne sont pas là. Naturellement, je ne peux pas parler des autres sans parler de la force de tambour qui est la société civile qui se bat tous les jours sur ces chapitres. Et regardez finalement en face de nous. Si on fait ce dialogue-là, sans l'AFC M23, on aura quoi? Qu'est-ce que ça va donner comme résolution? Alors il faudra qu'on puisse réfléchir. Et c'est là où je pense que les pères spirituels peuvent travailler pour pacifier les guerres des uns et des autres pour qu'on arrive finalement à ces dialogues-là. Et donc, voilà les quelques éléments que j'avais, les questions maintenant. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur du panel des experts de la société civile. Je crois que la salle prépare ces questions. Vous allez avoir la parole à la fin, après les intervenants. Nous allons... Sanganaki, biso ba compagnon de Daniel, on a solo la na etali dialogue na paix na eminga ko ba na likalate ma solo ou bien na kimia parce que bientôt mokonzi a signé ordonnance va convoquer dialogue national. Il y a un biso ba membre ya compagnon de Daniel nanga i président na bango a mona ki to kutela mokolo lelo ko to solo la tout réfléchir, tout peut s'appeler mon compte, ma proposition à biso, ma résolution à biso, au biso la lumière, la porteur de lumière, tout au peut s'appeler mon compte, mais pour l'interamboka. Yango to ça est là. Na biso banga batia eliki na dialogue ezali opportunité nzamba peut sa biso pour na kimia durable na mboka na biso, pour na développement mboka na biso. Naza Rogli qui a été à travers le dialogue Makambo Ebele éco-changé. Merci beaucoup. Merci.